La Coupe du Monde de la FIFA, c'est la plus grande fête de la planète, c'est clair. Un mois de pure folie, de passion qui captive des milliards de personnes. Mais derrière le spectacle, il y a une entreprise financière colossale. Alors la vraie question c'est, est-ce que ça en vaut vraiment le coup pour les pays qui l'organisent? C'est la question à plusieurs milliards qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il suffit de regarder un chiffre. La finale de 2014, Allemagne-Argentine, a attiré presque 1 milliard de téléspectateurs. 1 milliard. Franchement, aucune autre compétition ne peut se vanter d'avoir une telle portée. C'est un véritable spectacle planétaire. Et ça, c'est le coût estimé pour le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022. 200 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le coût total du programme Apollo qui a envoyé des hommes sur la Lune, même en ajustant l'inflation. C'est, et de très loin, l'événement sportif le plus cher de l'histoire. Les enjeux financiers sont vertigineux. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe. Malgré cette popularité immense et les sommes folles qui sont dépensées, beaucoup d'experts, des économistes, nous disent que c'est une très très mauvaise affaire. Comment c'est possible? Allez, on plonge dans le vif du sujet pour comprendre. D'abord, il faut regarder la promesse, ce qu'on vend aux pays candidats. C'est une vision idyllique, un futur radieux, plein d'opportunités économiques. C'est, on va dire, le côté pile de la médaille. Le discours officiel, on le connaît, il est toujours le même. L'événement va attirer des centaines de milliers de touristes, ils vont dépenser leur argent dans les hôtels, les restos, les magasins, et hop, ça va créer des emplois et booster l'économie. C'est la version carte postale des avantages. Ce qui est frappant ici, c'est l'ampleur de ces promesses. Prenez juste une seconde pour regarder ces chiffres. Pour le Brésil, on promet un impact de 70 milliards de dollars. Pour la Russie, presque 31 milliards. Ce sont des chiffres qui font rêver et qui, évidemment, sont utilisés pour justifier des dépenses publiques massives. Bon, maintenant, passons au côté face de la pièce. Que se passe-t-il vraiment quand les économistes regardent les chiffres une fois que la fête est finie? C'est là que le beau rêve commence un peu à s'effriter. Le premier gros problème, c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. En gros, l'argent que les habitants du pays dépensent pour des billets ou des maillots, ce n'est pas de l'argent nouveau qui apparaît comme par magie. C'est de l'argent qu'ils auraient dépensé ailleurs, au cinéma, au restaurant. L'économie locale n'y gagne donc pas grand-chose au final. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Pensez-y. Les prix des hôtels qui explosent, les villes noires de monde, ça peut carrément décourager les touristes normaux. D'ailleurs, en 1994, la ville hôte qui a eu les pires résultats économiques était Orlando, là où il y a Disney World. Les touristes habituels ont tout simplement fui la cohue. Et ça me fait penser à cette citation géniale du joueur de baseball Yogi Berra, qui illustre parfaitement ce concept. C'est un paradoxe assez drôle, mais économiquement bien réel. Un événement qui est fait pour attirer les gens peut en fait en repousser d'autres. Et enfin, un point crucial, les fuites. Une part énorme de l'argent dépensé ne reste même pas dans le pays. Les revenus des billets? Eh bien, ça part directement au siège de la FIFA en Suisse. Les profits des grandes chaînes hôtelières internationales? Rapatriés. L'argent ne s'infiltre pas vraiment dans l'économie locale comme on nous le promet. Prenons l'exemple concret du Brésil. La promesse, c'était 600 000 visiteurs. En réalité, ils en ont eu à peu près 1 million de plus que d'habitude. On pourrait se dire « super, c'est un succès », mais pas si vite. Une grosse partie de ce surplus, près d'un quart de million, venait de l'Argentine voisine, dont l'équipe est allée en finale. C'était un coup de chance, pas du tout garanti. Donc la conclusion, elle est sans appel. Quand les études sérieuses sont faites après l'événement, le résultat est presque toujours le même. L'impact économique réel est minuscule par rapport aux projections, et parfois l'événement cause même une perte nette pour l'économie du pays. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas au coup de sifflet final, loin de là. Parlons maintenant des conséquences à long terme de ce qui reste sur place une fois que tout le monde est parti. Ce graphique part de lui-même, c'est une explosion des coûts. En 1994, les États-Unis n'ont dépensé que 5 millions pour les stades, parce qu'ils existaient déjà. Comparez ça aux presque 4 milliards de l'Afrique du Sud et aux 200 milliards estimés du Qatar. La facture pour le contribuable est devenue astronomique. Et on en fait quoi de ces stades ultramodernes et hors de prix, une fois la fête finie? Trop souvent, ils deviennent ce qu'on appelle des éléphants blancs. L'exemple de Manaus, en pleine Amazonie, est incroyable. Un stade à près de 300 millions de dollars qui sert aujourd'hui de parking pour bus. Ce n'est pas juste un mauvais investissement, c'est un gaspillage monumental d'argent public. Et c'est peut-être là que se situe le coût le plus tragique. Toute cette énergie mise sur les stades se fait souvent au détriment de projets bien plus utiles. Au Brésil, l'urgence de construire les stades a mené à l'abandon de dizaines de projets de transport en commun. Au final, l'héritage, ce ne sont pas des transports modernes pour les citoyens, mais des stades fantômes. Alors la question devient évidente. Si les chiffres ne tiennent pas la route, pourquoi les pays se battent-ils avec autant d'acharnement pour accueillir la Coupe du Monde? Il doit bien y avoir d'autres raisons.
En fait, les motivations sont multiples. D'abord, même si le pays dans son ensemble perd de l'argent, quelques-uns en gagnent énormément, notamment les géants de la construction. Ensuite, c'est un outil politique, une vitrine pour des régimes qui cherchent à soigner leur image internationale. Et enfin, il y a cet effet bien-être, cet intangible. C'est cette vague de fierté, de joie collective qui unit une nation. C'est un sentiment bien réel, très puissant, mais impossible à mettre dans un bilan comptable. Alors, tout est perdu ? Pas forcément. Il existe des moyens de rendre l'organisation de la Coupe du Monde plus intelligente, plus viable économiquement. Voyons un peu comment. Les solutions sont en fait assez simples et elles reposent sur 3 grands principes. Premièrement, utiliser ce qui existe déjà. Donner l'événement à des pays qui ont déjà les stades, comme les États-Unis en 1994. Deuxièmement, partager le fardeau. Encourager les candidatures communes entre plusieurs pays pour répartir les coûts. Et enfin, le point le plus important, mettre fin à la corruption. Il est absolument essentiel d'avoir un processus de sélection transparent et rationnel. Au final, le dilemme reste entier. Est-il possible de réformer la Coupe du Monde pour qu'elle profite vraiment aux gens qui l'accueillent, ou est-ce que le spectacle, la fierté nationale, valent intrinsèquement ce prix exorbitant, peu importe les conséquences économiques ? La question, elle, reste ouverte.